Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle interview sur la chaîne Anjou Popcorn. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan de Two Lives. Comment ça va? Eh ben salut Clément, écoute moi ça va très très bien et toi? Eh ben écoute, ça va impeccable également. On est en pleine Angers Geek Fest et l'Angers Geek Fest pour vous c'est la sixième fois. C'est la Je sais même cinquième. plus. Cinquième édition Tout à fait. avec du coup une croissance de l'espace jeux vidéo continue, des nouvelles activités à chaque fois. Est-ce que tu peux nous parler, pour commencer, on va mettre du contexte de ce que vous faites, qui vous êtes et ici à l'Angers Geek Fest, ce que vous proposez? Ouais, tout à fait. Alors, Two Lives, à la base, c'est une structure spécialisée sur l'organisation d'événements jeux vidéo et plus particulièrement des événements gaming et e-sport. Et dans ce cadre-là, du coup, on travaille avec l'Angers Geek Fest chaque année pour améliorer en fait l'expérience pour les visiteurs, que ce soit les familles, mais aussi les joueurs de compétition de jeux vidéo, parce que finalement, il y a plein de compètes, il y a du Rocket League, il y a du Super Smash Bros. Donc c'est un petit peu pour la famille, même en grande partie pour la famille, et puis aussi pour les amateurs de jeux vidéo et de e-sport. Okay. Est-ce que c'est encore facile aujourd'hui de proposer justement du jeu pour la famille? J'ai l'impression que les constructeurs, que les éditeurs de jeux, ils pensent beaucoup le jeu en ligne, à distance, etc. Mais dans l'événement comme ça, quand on se retrouve, est-ce qu'on arrive quand même à faire en sorte que les gens puissent jouer ensemble? Et figure-toi que c'est finalement le jeu en ligne qui permet d'avoir des événements avec de plus en plus d'engouement. Okay. On le voit notamment avec la CACorp, par exemple, quand ils organisent des événements, ça remplit des Bercy, quoi. Donc c'est clairement des événements qui sont incroyables. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'il faut capter en fait d'abord les gens qui jouent aux jeux vidéo en ligne pour ensuite les faire venir sur les événements, parce que bien souvent l'expérience qu'ils vont avoir sur un événement est tellement positif pour eux que finalement ils vont accrocher à l'idée de se connecter dans la vie réelle mais au travers du jeu vidéo, et c'est un très bon moyen en fait de se connecter et de découvrir les événements. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de compètes, il y a de plus en plus de choses en ligne, mais ça bénéficie aussi en termes d'aura pour les événements, donc c'est plutôt positif, quoi. Ok, très clair, très clair. Et du coup là tu parlais un petit peu justement de l'aspect spectacle, la CACorp, etc. Est-ce que vous aussi c'est quelque chose là sur les 5 ans d'évolution de l'Angers Geek Fest, vous voyez ce switch du public qui ne vient plus que pour jouer mais qui vient aussi pour regarder, pour vivre un événement? Est-ce que vous essayez de mettre les moyens pour faire de ça un show? Ah, exactement. En fait, on se rend compte que finalement, quand tu parles de la CACorp, tu vas avoir des fans de la CACorp qui vont suivre les événements, qui vont se déplacer en nombre. Et en fait, c'est un très très bon signal, parce que ça montre aussi que le jeu vidéo, ça se regarde. Du coup, là, on est sur Twitch. Il y a des gens qui nous regardent et c'est vraiment génial, parce que de l'autre bout du monde, en fait, tu peux regarder un contenu qui se fait ici à Angers pendant l'événement. Donc, c'est excellent, en fait, l'idée de pouvoir justement lier les deux et faire découvrir en fait tout ça, quoi. C'est ça. Et vous mettez donc un point fort à l'animation. Tout à l'heure, on recevra Chacha Max qui fait partie intégrante de votre programmation pour vraiment avoir une animation continue, parce qu'il y a un métier aujourd'hui de commentateur avec des connaissances qu'il faut obtenir, une ambiance qu'il faut savoir mettre, etc. Ça, c'est hyper important. Ah, c'est super important. Et puis j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que sur un événement comme le Angers Geek Fest, où on va avoir donc des enfants, des parents, des ados qui vont avoir un certain degré en fait de connaissance du jeu, il faut aussi que nous on arrive à expliquer les codes, à démocratiser en fait ce qui se passe à l'écran, les compétitions, et on s'adresse à tous en fait quand on fait ces animations là. On n'est pas très orienté uniquement vers les joueurs entre guillemets semi-professionnels, parce qu'il y en a quand même, mais surtout en fait auprès du grand public, pour réussir à ce challenge en fait de rendre le show accessible pour tous, tout en proposant en fait un spectacle à la hauteur en fait des compétitions, à la hauteur de l'engouement et du niveau des joueurs en fait. Donc vous avez aussi donc cette volonté de vulgarisation, de faire entrer un peu tout le monde dans cet univers-là. Est-ce qu'il y a une vie de Two Lives à côté de ces grands événements? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous essayez de quand même continuer à parler à vos joueurs, à parler à tous les passionnés qui peuvent vous rencontrer sur les événements? Ouais, exactement. Tu fais la transition parfaite, hein, parce qu'on en parlait un peu avant l'émission. Et en fait, on a créé un Discord communautaire. C'est très récent, hein, c'est vraiment dans le cadre du Angers Geek Fest, où on s'est dit ça pouvait être un bon moyen, parce qu'on rencontre en fait à l'année plein de joueurs qu'on voit sur plein d'événements. On est des fois à Toulouse, on est des fois à Nantes, à Paris. On croise des joueurs qui nous retrouvent sur différents événements, un peu comme vous avec Anjou Popcorner. Et ils nous disent à chaque fois « Ah, mais j'ai été informé un peu tardivement de l'événement, j'aurais bien aimé savoir que vous alliez être là. » Et ils nous suivent sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas facile en fait de vraiment communiquer sur le contenu exact de ce que tu peux avoir via les réseaux. Donc on s'est dit en fait il faut qu'on crée un Discord.
Donc si jamais ça vous intéresse, il y a un Discord communautaire on Two Lives. On le retrouve sur les réseaux de Two Lives. Exactement, vous allez sur Insta, vous tapez Two Lives FR et vous avez le Discord dans la bio. Et en vrai, c'est cool. Alors, on le fait vraiment pour les gens du territoire, c'est-à-dire vraiment des pays de la Loire, pour faire en sorte justement qu'à la fois la communauté puisse avoir accès aux informations sur les événements sur lesquels on participe, et puis pourquoi pas aussi par la suite pour créer justement un circuit compétitif. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette ambition qui pourrait exister. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de l'e-sport amateur, voire débutant, dans le sens, c'est vrai que bon, on voit les grosses équipes, eux, ils ont des recruteurs, des machins, ils sont spotés. Mais les jeunes qui veulent se lancer, qui veulent essayer de mettre un peu le pied à l'étrier, ça se passe comment? C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'événements officiels. En fait, c'est compliqué pour un jeune qui est passionné de jeux vidéo et qui découvre ces compétitions-là via Twitch ou qui va participer à des événements comme la CACORP, en fait, de pouvoir tout simplement faire partie de ces compétitions. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de la structuration à échelle des territoires. Et ça commence déjà par une communauté, une information des compétitions qui a lieu sur le territoire et ensuite la création notamment d'un circuit. Donc nous on travaille là-dessus en arrière-plan, c'est un peu le projet en fait derrière ça, c'est aussi de pouvoir en fait constituer tout un écosystème qui va permettre en fait pour un joueur on va dire à peine initié de découvrir la compétition, d'avoir sa première expérience par exemple ici au Angers Geek Fest, de rencontrer des joueurs de la communauté, de pouvoir échanger avec eux via un Discord, de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure des compétitions, peut-être se déplacer avec des gens de la commu, faire du covoiturage, etc. Et puis augmenter de niveau. On a un joueur, là, Valex, qui a 12 ans, qui a gagné le tournoi Smash Bros hier, et ça fait 3-4 ans qu'on le voit, et il progresse très de fou. Et maintenant, ça fait partie vraiment des top players de la région. Donc on est très très content de ça. Donc c'est aussi vraiment faire en sorte que ce e-sport, en fait, il soit construit à échelle des territoires et en fonction des territoires, parce que tu vois, tu as des territoires en France qui vont être différents avec d'autres acteurs. Dans le sud de la France, par exemple, du côté de Nice, on a le France e-sport Sud. C'est très intéressant parce que du coup, on s'appuie sur des acteurs du territoire pour constituer tout l'écosystème. Mais tu vois, au tout début, il y avait France e-sport qui avait créé du coup l'entité en 2016, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, dans ces années-là. Et tout le monde s'attendait au niveau des associations, au niveau des acteurs à se dire « Ah yes, enfin, on va avoir un circuit, etc. etc. » Au final, ça s'est pas produit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, France e-sport, c'est un lien. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent construire le truc avec eux, c'est ça ? Ça se travaille au niveau des territoires, vraiment. C'est ça. Et finalement, si je fais un parallèle par rapport aux pratiques de sport traditionnelles, l'idée c'est d'ouvrir de la même manière que le jeune qui veut se lancer dans le foot ne va pas pouvoir jouer tout de suite pour le PSG, etc. Il va jouer dans son petit club local et puis peut-être qu'un jour il se fera repérer. L'idée c'est d'offrir ces opportunités-là avec de la compétition à l'échelle locale, avec des gens qui ont à peu près le même niveau et éventuellement se faire repérer pour derrière devenir un joueur e-sport. En fait, le foot c'est un très bon modèle parce que comme tu le dis, en fait, tu peux être une petite commune comme Poncé dans le Maine-et-Loire ou de Noëlais et tu peux participer à des parties de foot avec une ligue qui va du coup te faire rentrer dans un système de division. En fait, c'est ça l'avenir de l'e-sport. Il faut qu'on construise en fait ce projet-là à échelle des territoires. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu ambitieux de se dire que dans chaque commune, on veut un lieu de pratique avec une association qui va encadrer ça. Mais c'est quand même vers ça qu'il faut qu'on aille. Et pour le structurer, il faut déjà qu'il y ait des compétitions à échelle des territoires qui puissent ensuite motiver des villes à construire leurs équipes e-sport, à avoir des lieux de pratique, à avoir des coachs, à avoir des associations qui ensuite du coup vont pouvoir se déplacer sur des événements. Donc c'est un petit peu les prémices, j'ai envie de dire, de la création de l'e-sport amateur, et j'invite du coup toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par cette cause-là, du coup, à mettre en place des projets en fait à l'échelle de leur ville, ne serait-ce que de leur commune. C'est déjà important, quoi. C'est ça. Alors je vais complètement switcher. Là, on a parlé beaucoup de la partie compétition, joueurs, etc. L'autre casquette dans le jeu vidéo, c'est la création. Est-ce que chez Two Lives, vous avez une volonté éventuellement de mettre en lumière des jeunes créateurs, des jeunes studios ? Je sais qu'ici, il y a un créateur, il me semble, qui est présent dans l'espace jeux vidéo. Il y a une association qui s'est montée également sur Angers pour ça. Est-ce que vous comptez travailler avec eux, essayer de proposer, vous, dans vos différents événements, du jeu indé, des créateurs locaux ? Écoute, on est très content de voir qu'il y a l'association jeux vidéo Angevin du coup qui s'est créée.
la JVA. Donc ça c'est ultra récent et c'est chouette parce que quand tu vas par exemple à Nantes, tu te rends compte qu'il y a énormément de studios indépendants qui existent, qui sont même présents notamment sur des événements et des conventions. Et là du coup les voir arriver sur Angers c'est top. Donc c'est une association locale qui du coup était basée sur l'idée que il n'y avait rien qui était fait au niveau des créateurs sur Angers et que c'était intéressant de créer quelque chose. Donc ils sont partis de cet état de fait là. Là aujourd'hui ils sont là, ils rencontrent du public, ils font découvrir aussi que ce soit aux parents mais aussi aux enfants. Eh ben tu adores le jeu vidéo, regarde on peut créer des jeux vidéo avec ces outils là. Et il y a une démocratisation aussi qui est importante. Les parents aussi ont besoin de savoir que leurs enfants ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais il y a le côté consommation, mais on peut passer aussi du côté acteur de cette industrie. Vous l'êtes devenu en fait parce que vous aimiez tout ce qui concerne la vidéo. Et ben, vous êtes parti de cet état de cause et vous êtes parti ensuite sur créer quelque chose qui n'existait pas. C'est un petit peu ça qu'on essaie d'inculquer. Donc nous, on va surtout, si jamais il n'y a pas d'acteurs sur un territoire et qu'il faut faire quelque chose, on a des ateliers créatifs autour du jeu vidéo. Maintenant, ce n'est pas notre vocation première. Notre vocation, c'est vraiment de co-construire l'écosystème de l'e-sport. Et par cette là, on va en tout cas pousser justement d'autres associations et les accompagner à être plus présents sur des événements comme ça, quoi. Il y a un pilier sûrement dont on ne fait que de vous parler, j'imagine, c'est la partie sensibilisation-prévention. Ça fait toujours partie aussi des choses que vous continuez à bosser. Ça évolue au jour le jour avec les nouveaux réseaux, les nouvelles manières de consommer, les nouveaux... Ouais, totalement. Alors là, maintenant, c'est beaucoup plus large parce qu'à une époque, on parlait beaucoup de jeux vidéo. Aujourd'hui, on parle énormément de réseaux sociaux, l'attention qu'on peut y mettre. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, il y a des problématiques qui sont très très importantes. Donc nous, en tout cas, on n'a pas l'ambition de répondre à toutes ces questions-là, mais en tout cas, on se spécialise vraiment sur la question du jeu vidéo et on fait notamment des conférences sur le sujet, des ateliers de sensibilisation avec les jeunes, avec les maisons de quartier. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos missions. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi une des missions qui finalement à laquelle on répond au travers de ces événements-là, ne serait-ce que là, sans forcément faire de prévention en elle-même, mais c'est de montrer que le jeu vidéo, il s'adresse à tous, qui peut être convivial, partagé en famille, et qu'en fait ça se passe super bien, et qu'on peut tisser des liens, parce que là il y a des gens, à la fin des matchs, ils s'échangent leur PSN, ils se retrouvent sur les réseaux, ils continuent de jouer ensemble, ils deviennent potes en fait. Moi, il y a plein de gens, au tout début, quand j'avais 14 ans, j'ai participé à des compètes de jeux vidéo, je me suis fait plein de potes en fait grâce à ça. Donc c'est aussi casser ce cliché qu'on a de... Si je joue aux jeux vidéo, je vais être isolé, etc. C'est pas du tout le cas, surtout que maintenant on a Internet, on peut se connecter avec des joueurs à distance, donc il y a des problématiques, mais il y a aussi plein de bienfaits en fait. C'est important de le dire, quoi. Ouais, très clair. Si je reviens là, je pourrais parler forcément des annonces très récentes avec la Switch 2, etc. On va y revenir, mais à côté de ça, il y a un vrai débat aujourd'hui sur l'accessibilité, le prix des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté des jeux qui sont extrêmement bradés sur Steam pendant les soldes et on se demande même comment les développeurs peuvent être rémunérés derrière ça. Et on va avoir des jeux qui sont annoncés à 80-90 €. C'est quoi le regard en tant qu'acteur finalement avec une vision d'ensemble? C'est vrai qu'aujourd'hui il faut rémunérer les studios à leur juste valeur ou c'est attention, les consommateurs ne sont pas des pigeons? Pas facile. Ah, c'est pas simple. Moi, je sais pas si je suis vraiment la bonne personne pour répondre à ça, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux en fait qui se ressemblent sur les consoles de jeux aujourd'hui, des jeux cross-platform. On n'a pas beaucoup de découvertes, si je puis dire, mis à part par contre pour les jeux indépendants qu'on retrouve notamment sur Steam, mais qui sont un peu parfois noyés aussi dans la quantité d'offres. Parce que c'est sûr que pour sortir un jeu sur PlayStation, sur Xbox ou sur Nintendo Switch, tu as besoin en fait d'avoir quand même un gros investissement, ne serait-ce que pour distribuer le jeu pour un distributeur, alors que sur Steam c'est quand même plus accessible. Plus ou moins. Donc il faut réussir, à mon avis, au niveau marketing, au niveau communication, à se démarquer. Et je pense que c'est pas parce que tu fais un bon jeu qui va bien se vendre. Il y a aussi la phase d'après où il faut le faire savoir, et là c'est intéressant parce que c'est Google, je crois, qui est présent là sur le stand, et eux ils font découvrir le jeu aux visiteurs. Et il m'a dit le serveur a planté tellement il y a de téléchargements depuis. Donc en fait il faut, à mon avis, savoir faire un bon jeu, être innovant, répondre aussi aux attentes des consommateurs, c'est indéniable, mais il faut aussi savoir communiquer et le faire découvrir et créer un univers autour de ça et il n'y a peut-être pas de réponse définitive, c'est peut-être aussi au cas par cas. Il y a des jeux qui peuvent valoir plus quand ils ont été développés pendant 15 ans.
plutôt qu'un jeu qui est une simple mise à jour de la version de l'année précédente, comme on en connaît de nombreux. Non, mais des jeux, tu vois, récemment, récemment, ça commence à dater un petit peu, mais qui sont issus finalement du côté indépendant Minecraft, Rocket League aussi, League, mine de rien. C'est des jeux qui sont finalement des jeux très accessibles aujourd'hui. Et puis très innovants en fait. C'est pas un FIFA que tu as tous les ans qui se ressemble, ou un Call of Duty, etc. Là, tu es vraiment sur des jeux emblématiques. Après, il y a It Takes Two aussi qui a vraiment fait très fort. Les jeux collaboratifs là, en coop, quoi, complètement. C'est ça. Alors maintenant, c'est un bon gros studio, tu vois, mais quand même, ça partait d'un petit studio à la base. Ils ont réussi à construire quelque chose de très intéressant. Le dernier jeu d'ailleurs, ça a l'air incroyable. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air fou. Il faut le temps. Je pense qu'il faut être innovant, mais aussi il faut savoir se faire connaître, quoi. C'est quelque part, il faut être bon dans les deux, à mon avis, pour réussir. C'est dur, à mon avis, si tu te dis, vas-y, je vais créer mon jeu et je vais le diffuser sur Steam. Ça s'arrête pas à juste se dire, je l'ai mis sur Steam, c'est bon, j'attends que ça arrive, quoi. C'est sûr. Et du coup, dernière question, plus à titre personnel, ça fait quoi de se dire qu'après 12 ans à mettre Mario Kart 8 sur tous les salons de France, on va switcher sur Mario Kart World dans quelques semaines. Je pense que bon, ça s'annonce quand même plutôt sympa, mais on a trop hâte. Le jeu est fou, visuellement c'est joli. Les couleurs sont punchy, on sent que la console en a un petit peu dans le ventre, c'est ce qui manquait un peu là, on commence à sentir que la console est vieillit bien, quoi. Et ouais, on avait vraiment besoin, parce qu'en plus le Mario Kart 8, comme tu le dis, il était déjà présent avant sur Wii U. Bon, c'est pas exactement le même, mais on nous a repris un petit peu la même mécanique de jeu, etc., qui a été réintégrée sur Switch ensuite. Donc là, on a vraiment besoin d'un nouveau truc, et les modes de jeu en monde ouvert et tout, je trouve ça trop chouette. Donc j'ai trop hâte de voir les premiers tournois qu'on va pouvoir organiser dessus. Trop hâte, quoi. Ok, et merci beaucoup d'être venu pour cette interview, Jonathan. On vous souhaite bon courage pour l'Angers Geek Fest et pour tous les salons à venir. Merci à toi pour l'accueil. À bientôt, ciao.